Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Merci infiniment aux organisateurs de m'avoir permis de venir exposer et discuter. Je pense qu'il y a un moment de discussion après les interventions. J'enlève ma montre parce que je vais essayer de ne pas dépasser les 25 minutes. Donc, pour présenter de façon un peu générale ma réflexion sur l'engendrement avec tiers donneur. Donc, ce que je voudrais au fond essayer de partager avec vous, ce sont les raisons pour lesquelles j'ai été amenée à proposer cette catégorie d'analyse, ces lunettes à la fois conceptuelles et aussi pour décrire la réalité des situations, à la place de ce que la biomédecine nomme le don de gamètes. Mon idée générale est que le don de gamètes, dont on sait qu'il a été pensé en France sur le modèle du don du sang, et dont on sait aussi qu'il a été inscrit en droit dans la catégorie plus englobante de don d'éléments du corps humain, en fait, ce don a une spécificité radicale qui n'a pas été suffisamment reconnue dans le modèle bioéthique français. Cette spécificité, elle est de plusieurs ordres. Non seulement un don est fait pour permettre un don de gamètes ou don d'engendrement a pour but la naissance d'un enfant. Donc, à la différence des autres dons, il n'y a pas deux protagonistes, les donneurs et les receveurs, mais trois, les donneurs, les receveurs et les enfants nés du don. Donc, c'est un don à trois protagonistes. Et puis, deuxièmement, ce don, à la différence du don de sang, du don de moelle, du don d'organes, ne soigne rien. Et en général, d'ailleurs, par exemple, un don de sperme n'est pas fait à l'homme stérile. Il est plus généralement fait à la femme de cet homme stérile. Donc, ça n'est pas un don à l'issue duquel quelque chose qui dysfonctionnait se met à fonctionner, quelque chose qui ne voilà, une pathologie est soignée, rien n'est soigné. C'est un arrangement social que l'on s'obstine en France, et pour des raisons sur lesquelles on va réfléchir ensemble, justement, à ne pas traiter comme un arrangement social. Au fond, l'engendrement avec tiers donneur, c'est un engendrement à 3, et même quelquefois à 4. Mais on le présente en France comme une thérapie d'une infertilité pathologique. Et donc, cette approche ne permet pas, à mon avis, d'aborder les problèmes fondamentaux qui concernent les trois protagonistes du don, parents dits d'intention, donneur ou donneuse, enfant né du don, et ce qui exigerait que chacun de ces protagonistes soit respecté dans la place particulière qu'il occupe dans ce système de l'engendrement avec don, à la fois dans son corps et dans sa personne. Et en fait, j'essaierai de montrer que le modèle bioéthique français, pseudo-thérapeutique, impose à chacun de ces protagonistes des situations qui posent vraiment gravement question dans les atteintes qu'on peut mesurer à l'identité personnelle et corporelle. Donc d'abord, peut-être un petit rappel sur le modèle de départ, les années 70, le moment où, avec le développement, mais vous en avez peut-être déjà parlé, de la cryoconservation du sperme et des banques de sperme, se développe la PMA, procréation médicalement assistée, avec don. Au départ, donc, on a simplement des dons masculins, des dons de sperme. Il n'y a pas encore de fécondation in vitro. C'est un élément important. Et donc, ce qui se met en place au départ, c'est ce que j'ai appelé un modèle ni vu ni connu. Et ça, il faut avoir bien ça en tête. Partout où se développent les banques de sperme et les centres de procréation médicalement assistée avec dons, on est d'accord sur l'idée qu'on va organiser ces dons de sperme, mais qu'on ne va pas les révéler. Que finalement, un peu comme dans la suite de ce qui s'est pratiqué depuis toujours, c'est-à-dire qu'en cas de stérilité du mari, il y avait des arrangements avec le ciel, enfin plutôt avec le voisin ou le facteur, et qui permettaient d'assurer à ce mari stérile une descendance, en général avec l'accord de celui-ci, bien sûr. Mais ensuite, dans le secret des cabinets des gynécologues, depuis très longtemps, on avait évité le problème de la conjonction sexuelle par le donneur dans le placard d'à côté, si on peut dire, avec un don de sperme frais qui permettait justement d'assurer cette descendance tant attendue. Donc la nouveauté
ici, enfin, c'est le fait que la conservation, la cryoconservation permet de dissocier le moment du don et celui de son usage, et donc de donner une sorte de dépersonnalisation apparente. Et donc, l'idée, c'est qu'on va continuer comme on a toujours fait. C'est des secrets d'alcôve, c'est des secrets de famille. Et on pense que la médecine est là pour aider les parents, finalement, à organiser leurs secrets de famille, mais sans avoir l'esprit torturé par l'adultère, par exemple, etc. Et donc, ce modèle ni vu ni connu, il s'impose, on va dire, comme allant de soi dans tous les pays au départ. Donc ça veut dire qu'on va organiser ces dons, on va faire en sorte qu'il soit possible que l'enfant ne sache pas qu'il est né d'un don, que la société ne le sache pas, et par ailleurs, on va assurer ce secret par l'anonymisation définitive des donneurs, qui est la garantie pour eux qu'on ne viendra jamais les rechercher. 5 minutes de votre temps, vous disparaissez. C'est un peu ce qu'on dit à ces hommes donneurs de sperme. Et donc, c'est un système d'effacement. Donc, ce modèle-là, ce qui m'intéresse du point de vue du corps, c'est que, évidemment, c'est un déni de ce qu'on est en train de faire, mais surtout, remarquez qu'il n'y a aucune réflexion au départ sur ce que ça va faire à l'enfant qui est né du don. Or, justement, c'est la prise en compte croissante des besoins de l'enfant, de l'intérêt de l'enfant, du souci du développement de l'enfant, qui va amener progressivement, dès le milieu des années 80, ça commence par la Suède, mais ça va se répandre, qui va amener à l'implosion progressive de ce modèle ni vu ni connu. Peu à peu, on se dit, mais est-ce que c'est normal que non seulement la médecine, mais le droit, la société se rendent plus que complices, acteurs d'une manipulation de l'identité de l'enfant, puisque si on veut conspirer à ce que l'enfant ne puisse pas savoir qu'il est né d'un don, ça veut dire qu'on n'est pas simplement dans un silence, mais dans un mensonge. Ça veut dire que quand on emmène l'enfant, par exemple, chez le pédiatre, et que le pédiatre dit alors, du côté du père, il y a des problèmes de diabète, etc. Vous voyez, quand on est parti dans la logique, on ne voulait pas savoir que le père n'était pas le géniteur, vers quoi on s'engage? Alors, je ne mets pas du tout en cause, évidemment, les parents. Les parents qui, en toute bonne foi, conseillés par les médecins, ont soit pensé que c'était mieux pour l'enfant de ne pas lui dire, soit pensé que c'était peut-être mieux de lui dire, mais comment faire quand on a commencé par lui raconter autre chose, qui imagine facilement pouvoir, au 15e anniversaire, au 10e, dire finalement, c'était pas du tout ce que tu croyais. Vous voyez, les gens sont placés dans des situations très très difficiles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir à notre système institutionnel, la façon dont ce système conforte ou pas l'enfant. Donc, le facteur majeur de remise en cause de ce modèle ni vu ni connu, c'est l'idée qu'il n'est pas conforme à l'intérêt des enfants, qu'on doit dire à l'enfant comment il a été conçu. Et cette idée se répand de plus en plus, et elle s'accompagne très souvent de l'idée qu'une fois qu'on a dit à l'enfant qu'il a été conçu d'un don, au lieu de le cacher comme si c'était honteux, eh bien l'enfant va dire « mais alors de qui je suis né ?» Et donc l'étape suivante consiste à dire, en fait, on sait de qui tu es né. Cette personne n'a jamais voulu être ton père, par exemple, mais nous la connaissons. Son identité doit être d'ailleurs conservée pendant 30 ans par les services de PMA. Donc, plutôt que ce soit uniquement les médecins qui aient accès à cette identité secrète, tu dois pouvoir y accéder aussi. Tout le monde comprend bien qu'un enfant né d'un don ne confond pas le donneur qui a donné son sperme pour lui permettre à ses parents de devenir ses parents et un père. Donc, premier élément, la prise en compte des besoins de l'enfant, une culpabilité sur ce qu'on a imposé à ceux-ci. Un deuxième élément important, c'est... et donc, vous voyez qu'à travers cette prise en charge de l'enfant, l'idée qu'un don d'engendrement pourrait être assimilé à un don de gamètes, à un don d'éléments du corps humain comme les autres, à un don de sang, cette idée est mise en question. Le deuxième élément important, et là ça a à voir aussi avec le corps, c'est la féminisation progressive des dons. Au départ, dons masculins de sperme. Mais quand on commence, après la FIV, à développer les dons féminins d'ovocytes, et puis ultérieurement, grâce aussi à la FIV, les dons beaucoup plus discutés dans le monde, ça a été évoqué à l'instant, des dons de gestation. Dans ce cas-là, on a deux éléments. D'abord, il se passe quelque chose de nouveau du côté de la conception, on va dire, de la maternité
physique elle-même, puisque tout à coup, elle peut devenir incertaine, la maternité physiologique. C'est qui la mère au point de vue biologique? Est-ce que c'est celle qui peut faire l'embryon? Est-ce que c'est celle qui accouche? Vous voyez, donc là, s'introduit une incertitude, alors que, au contraire, pour les hommes, dont on disait toujours la paternité est par nature incertaine, ce mystère ne pourra jamais être levé, mais avec les empreintes génétiques, aujourd'hui, au contraire, il y a une certitude possible de la paternité. Donc, cette féminisation des dons, parce qu'elle engage la personne et le corps de la femme d'une façon qui est sans commune mesure avec l'engagement masculin dans un don de sperme, oblige à poser la question du sens du don, de la valeur du don, des garanties qui sont données à la personne qui donne, etc., etc. Et cette question, donc, ne peut plus être mise sous la table. Et troisième élément qui va amener également à réfléchir, c'est la demande croissante issue de couples de même sexe, qui oblige, là encore, évidemment, dont la demande vient mettre en cause ce modèle pseudo-procréatif où on faisait comme si le couple qui avait reçu le don ne l'avait jamais reçu, et donc qui se faisait passer pour un couple qui avait procréé de façon naturelle. Donc c'est sûr que la demande venue des couples de femmes, par exemple, qui se disent on peut faire naître un enfant d'un don, pourquoi pas nous? Cette demande oblige à affronter la spécificité du don. Et donc, on voit là qu'à travers leur demande se pose aussi la question de la place dans la naissance de l'enfant, non seulement du parent qui a procréé l'enfant, de la mère, par exemple, qui a porté l'enfant, mais également du deuxième parent. On n'évoquait pas jusqu'à présent le problème, le sens qu'on pouvait donner à ce que c'est pour un homme de devenir père sans avoir engendré l'enfant, sans avoir procréé l'enfant. Mais la place de la compagne de la mère oblige à se poser la question, est-ce qu'elle est en situation d'adopter un enfant? Quel est véritablement son lien avec l'enfant? Donc par rapport à ce modèle de départ, je dirais qu'on peut contraster deux situations, le choix du Royaume-Uni, très vite, et le choix français, qui à partir des années 80, milieu des années 90, vont vraiment se séparer l'un de l'autre. En gros, le choix du Royaume-Uni, ça a été de dire... au fond, l'État, la société, organise des familles nées de dons, donor-conceived families, et l'État qui organise ces naissances doit aux individus de leur assurer une place dans la société. Un État qui fait ça a le devoir, on va dire, que les protagonistes de ces dons, les parents, les donneurs, les enfants, bien sûr, d'abord les enfants, mais également les parents et les donneurs, les familles issues de dons, aient une place au soleil. Et donc, c'est un renversement éthique, vous voyez. On part de l'idée que ça pouvait être tout à fait éthique que d'être dans la dissimulation, parce qu'on favorisait le fait que l'enfant soit, entre guillemets, comme les autres. Donc c'était une éthique par l'assimilation, on refusait de voir la spécificité de ces situations. Et en fait, ensuite, on change de système éthique, et ça va avec d'ailleurs la diversification des modèles de famille. C'est au moment où on commence à assumer que les familles fondées sur l'adoption n'ont pas besoin de s'assimiler à des familles biologiques, où on commence à cesser de mentir à l'enfant sur son origine. C'est le moment où on commence à réfléchir sur les familles recomposées, la spécificité de ces familles. Donc c'est dans ce contexte-là que l'idée s'impose que les familles nées de dons ne peuvent pas être valorisées si on dénie leur spécificité, la spécificité de leur histoire et de leur constitution. Donc, pour la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni en général, donc ça s'est traduit, cette conception, par plusieurs divergences avec la France. D'abord, l'ouverture, dès le départ, on pourrait dire très vite, de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes, et même aux femmes seules, avec l'idée que ça n'était pas à la biomédecine de décider quelles étaient les techniques, quelles étaient les règles éthiques permettant un accès de tel ou tel type de couple aux techniques. Et puis surtout, 2005, un changement radical sur l'accès aux origines des enfants nés de dons. L'idée que dès lors qu'on assume qu'il existe une nouvelle façon de mettre des enfants au monde, que j'appellerais l'engendrement avec tiers d'honneur, je vais y venir, eh bien qu'on doit à ces enfants, finalement, un récit réel de ce qui leur a permis d'être là.
Et donc ce récit réel, si on peut dire, ce récit complet, c'est un récit qui leur permettra d'avoir les réponses à toutes les questions qu'ils se posent. Je suis un corps vivant, et mortel, je suis d'une espèce vivante, la vie m'a été transmise, par qui l'a-t-elle été? Est-ce que je peux savoir quelque chose de cette transmission de la vie? Donc ça veut dire de mon donneur, de ma donneuse, etc. Mais c'est également un récit sur les conditions de l'engendrement de cet enfant, comment ça s'est organisé. Est-ce que le choix du donneur a été fait par qui, avec quel, ou de la donneuse, avec quels critères? Est-ce que les parents la connaissaient ou pas, etc. Dans le couple des parents, comment est-ce que a été pensé le fait que l'un allait devenir un parent biologique, pas l'autre? Vous voyez, sur toutes ces questions, l'idée, c'est qu'on doit à l'enfant la possibilité de récupérer, on va dire, ce qu'on appelle, avec Paul Ricoeur, son identité narrative, répondre à la question qui, c'est raconter une histoire. Et donc, on ne peut plus se contenter de l'histoire falsifiée ou avec des manques ou avec des trous qui avaient été imposés et qui mettaient les enfants, ou la minorité d'entre eux qui avaient appris par leurs parents qu'ils étaient nés de dons, face à un bouleversement de leur sentiment d'eux-mêmes très difficile à supporter. Et donc, ce que nous montre le modèle anglais, c'est d'abord que beaucoup de craintes qui existent en France, par exemple, si on lève l'anonymat, eh bien, il n'y aura plus de donneurs. Donc, nos voisins anglais sont là pour nous montrer que depuis 2005, ils n'ont eu aucune chute des dons, par exemple. Ou bien le fait que cette peur de l'information, ça pourrait mettre en cause les parents, alors qu'on ne voit rien de ce genre. Au contraire, disons que le fait d'assumer cet engendrement permet d'assurer les places de chacun. Quand on cache le donneur, comme si, s'il sortait de l'ombre, il pourrait devenir un parent, menacer le parent, vous voyez, ça donne à l'ensemble de la construction quelque chose d'incertain pour l'enfant. La société ne lui dit pas qui sont vraiment ses parents. Alors que si on sort de cette logique, c'est clair, l'enfant a des parents et un donneur. Et donc on passe d'une logique ancienne de l'exclusivité et de la rivalité, on disait le père ou le donneur, mais on avait l'impression que qu'il n'y avait qu'une place à prendre et qu'ils allaient se la disputer, tout ce qu'on donnerait au donneur, on l'enlèverait au père, alors que assumer l'engendrement avec tiers-donneur, ça consiste à dire des enfants naissent aujourd'hui de la coopération d'un couple où l'un procrée et l'autre pas, et d'une tierce personne qui donne de ses capacités procréatrices pour que l'enfant puisse naître. Donc il faut toutes ces personnes, il faut toutes ces places, elles sont complémentaires. Et quand on met l'enfant, non pas dans une logique de complémentarité, mais d'exclusivité et de rivalité, on le prive à l'avance de l'accès à une part de ce qui le constitue. Et ce sont les personnes nées de dons, quand ils sont devenus adultes, qui ont été les premiers, pas tous, parce que d'abord, ils sont une minorité à savoir qu'ils sont nés, à poser la question de la façon dont ils avaient été maltraités, on pourrait dire, avec les meilleures intentions du monde, dans notre modèle français. Alors ce modèle français, justement, sa particularité, je viens de le dire, c'est que on est parti dans les années 70, dans les sécos en particulier, avec ce modèle ni vu ni connu, bon, comme les autres, sans vraiment réfléchir, mais avec un peu l'idée qui est liée à l'histoire des sécos, qu'on pouvait s'en tirer avec une référence au don de sang. Mais le plus important, c'est ce qui a été élaboré en 1994, donc 20 ans plus tard, au moment où justement on remettait en cause le modèle ni vu ni connu. On a au contraire ossifié, on pourrait dire en France, avec les premières lois de bioéthique, ce modèle pseudo-thérapeutique. On a décidé en fait de maintenir le secret de la conception et l'anonymat, l'anonymisation définitive des dons, mais en lui donnant un autre fondement qui était moins social, c'est votre affaire, nous on s'en mêle pas, qui était l'idée que les gamètes devraient être vus comme des médicaments. Il y aurait des gamètes dysfonctionnels, on les remplacerait par des gamètes fonctionnelles, et donc on soignerait une stérilité pathologique. Alors cette conception est allée assez loin dans le maintien de l'idéologie de la dissimulation, puisqu'on va
et c'est encore le cas aujourd'hui, jusqu'à non seulement apparier les cheveux, les yeux, etc., pour que le donneur et le géniteur se ressemblent tellement qu'on puisse pas se faire passer l'un pour l'autre. On pourrait se dire, bon, ça c'est peut-être pas idiot parce que c'est pas la peine de faire un enfant qui en plus ne ressemblerait pas du tout à ses parents. Mais quand on apparie les groupes sanguins, là, la seule et unique raison ne peut être que la volonté de dissimuler l'existence même du don. Il n'y a aucune justification sociale ou thérapeutique de cet appariement des groupes sanguins. Donc ce modèle ce que je pense, c'est que ce modèle aujourd'hui, on le voit mieux, met les protagonistes en difficulté à la fois par rapport à leur identité corporelle et personnelle. Donc les parents d'intention, d'une part, les donneurs d'autre part, et enfin les enfants. Donc les parents d'intention sont placés devant par la société dans une sorte de double injonction, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais d'un côté on leur dit c'est permis, il y a des centres de PMA, vous pouvez y aller, hein, et on leur dit d'ailleurs, il faudra dire à l'enfant comment il a été conçu, c'est ce qu'on leur dit maintenant, on leur dit plus, il faut le cacher, on a changé, on leur dit il faut le dire, mais ils ne bénéficient d'aucun accompagnement institutionnel, ils sont traités un peu comme des passagers clandestins, on va dire, de notre système de parenté. Ils doivent faire quelque chose alors que l'institution juridique, l'institution du droit bioéthique, les fait passer pour ce qu'on leur dit qu'ils ne doivent pas dire qu'ils sont. Vous voyez ? Donc ça veut dire qu'en France, on fait, par exemple, pour faire lier l'enfant à ses parents, on va passer par les mécanismes de la procréation dite charnelle, hein, la présomption de paternité, la reconnaissance pour les hommes, l'accouchement pour les femmes. Donc il y aurait beaucoup à dire du point de vue de la dissymétrie entre la mère qui accouche et l'homme qui est celui que les noces désignent ou que la volonté désigne par la reconnaissance de l'enfant. Là, il y aurait beaucoup à dire sur les corps masculins et féminins, etc. Mais dans les deux cas, je vous fais remarquer que l'existence du don est effacée. La femme qui a eu recours à un don d'ovocytes va devenir la mère parce qu'elle accouche, mais à aucun moment on ne saura que, contrairement à ce qui a toujours existé avant, elle n'accouche pas de son propre enfant génétique. Donc, et pour le père, donc, la même chose. Donc les parents d'intention sont mis en difficulté et ne savent pas forcément comment ils peuvent en sortir de cette difficulté, d'autant plus que cette personne avec laquelle ils ont coopéré, on pourrait dire, qui leur a permis d'avoir un enfant, cette personne, tout notre droit est fait pour dire « mais elle n'existe pas ». Et elle n'existe pas, on ne la connaît pas, on ne la connaîtra jamais, et même elle est, si je peux dire, déshumanisée. Donc une personne, c'est disons une personne humaine, si je m'en rapporte à la philosophie, c'est l'être qui est susceptible d'avoir un visage, d'avoir un nom, d'avoir une individualité. Eh bien, rien de tout ça n'est possible à l'égard du donneur, que seuls les médecins s'arrogent le droit d'individualiser, mais qu'ils interdisent aux parents et à l'enfant et au donneur lui-même d'individualiser. Donc le donneur n'existe pas et son acte, en tant qu'il est un acte humain, doté de sens et de valeur, n'est pas réfléchi. Ce qui explique d'ailleurs facilement comment, quand ce don est féminin, compliqué, don de gestation, don d'ovocytes, ça pose problème que justement cet effacement. Mais le plus important, c'est l'atteinte qui est portée à l'enfant lui-même. J'ai organisé, donc je fais attention à l'heure, hein, plus que 5 minutes, j'ai organisé il y a quelques années avec les centres de PMA de Marseille un colloque bioéthique où nous avions invité à la fois des jeunes gens nés de dons qui réclamaient l'accès à leurs origines et des médecins qui justement étaient favorables au système bioéthique français du maintien de l'anonymisation générale, du secret, etc. Et à un moment, les choses ont un petit peu mal tourné parce qu'un de ces médecins s'en est un peu pris à un des jeunes hommes qui réclamait cet accès aux origines et lui a dit « mais puisque vous êtes tellement intéressé par le génétique, puisqu'il n'y a que le génétique qui vous intéresse, demandez-moi votre ADN, je peux vous donner votre ADN. » Bon, c'était un peu agressif, hein. Et le jeune homme s'est levé et a dit « mais vous n'avez rien compris, mais je m'en fiche de mon ADN, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que je suis né d'une personne et pas d'un matériau interchangeable de reproduction. »
Et le terme matériaux interchangeables de reproduction, il l'empruntait d'ailleurs à plusieurs communications qu'avait fait ce médecin, dans lequel il expliquait qu'il n'y avait pas d'intérêt pour l'enfant à pouvoir identifier son donneur, puisque, après tout, c'était du matériau interchangeable de reproduction. Or, ce que faisait ce jeune homme, et ce que font les jeunes gens qui protestent, c'est de dire, au fond, vous ne vous rendez pas compte que vous nous avez mis à part de l'humanité commune. Nous sommes la seule catégorie d'enfants qui est désignée comme, par hypothèse, ne pouvant jamais avoir de réponse à la question « à qui dois-je d'être né ?» Pour quelle raison ? Pour quelle raison sommes-nous mis à part ? Et alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas survivre comme ça, qu'on ne peut pas s'en sortir, mais la question, c'est une question de justice. Qu'est-ce que c'est qu'une société qui ne se rend pas compte qu'elle a créé une catégorie d'enfants à part de tous les autres ? Donc, pour en traiter, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Des humains comme les autres », justement, pour essayer de déployer toute cette question. Donc, le point qui me paraît important, c'est cette remise en question de la façon dont on n'a pas réussi en France à penser le rapport entre procréer, engendrer, procréation, engendrement et filiation. Dans les derniers débats, je conclurai sur ce point, les débats qu'il y a eu au moment de la rénovation des lois de bioéthique de 2011, on a vu toujours les gens, on va dire, s'accrocher les uns aux autres, comme s'ils avaient à choisir entre deux définitions du vrai parent. Les uns disant le vrai parent, c'est le parent biologique, et les autres disant le vrai parent, c'est le parent de la volonté. Ces questions se sont encore effectivement prolongées à l'occasion du mariage pour tous et des débats auxquels il a donné lieu. Mais ce qui me paraît très important dans la logique de notre réflexion aujourd'hui sur le corps et la personne, c'est que cette obligation de choisir ne respecte pas de façon élémentaire, on va dire, la description de ce qui se passe dans un engendrement avec tiers donneur. C'est-à-dire, dans un engendrement avec tiers donneur, le couple qui a voulu avoir l'enfant, qu'on appelle couple d'intention, c'est pas seulement un couple d'intention au sens où, par exemple, on pourrait dire des parents adoptifs deviennent les parents parce qu'ils s'engagent à l'égard d'un enfant qui n'avait pas de parents ou avait été abandonné par ses parents. Là, c'est autre chose. C'est-à-dire, par leur engagement, un enfant va venir au monde. Donc, ils ne sont pas dans la situation d'adopter un enfant. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce couple, les valeurs qu'on ne cesse d'opposer en France, parents biologiques, parents sociaux, sont liées de façon indissoluble, on va dire. Ce couple, que ce soit un couple d'un homme et d'une femme ou un couple de femmes, ce couple valorise au plus haut point de devenir parent en donnant la vie. Si ça n'était pas le cas, ce couple adopterait, dans la mesure où il le pourrait d'ailleurs, mais le fait que la vie soit transmise lui importe. Et en même temps, le même couple, pour le même projet, pour le même enfant, dit c'est très important de pouvoir devenir parent alors qu'on ne va pas procréer. Donc vous voyez, ce couple va lier ces deux valeurs et va tenter le plus possible de faire comprendre que plutôt que de séparer le biologique et l'autre, c'est l'ensemble qu'ils forment. Il y a une sorte de filiation, on va dire, insécable qui se met en place. Et donc, dans cette démarche, il n'y a aucun déni à avoir de l'importance attachée à la procréation et en même temps de l'importance attachée à l'engendrement. Deuxième point important, pour arriver à décrire ce qui se passe une fois que ce couple a obtenu l'accord pour que les médecins mettent en place le système, voilà, on accueille Jean-Pierre Winter avec grand plaisir, c'est le fait que pour décrire ce qui se passe, je suis obligée de distinguer deux notions qui sont en général confondues, procréer et engendrer. Dans ce couple, tous les deux ne vont pas procréer. L'un procrée et l'autre pas. Le père stérile, par exemple, je garde le don de sperme, le père stérile ne procrée pas l'enfant par définition. Dans le couple de femmes, la compagne de celle qui accouche ne procrée pas non plus. Donc, l'un procrée et l'autre pas. Alors, la question est posée de qu'est-ce que fait, dans l'affaire, on va dire, celui des deux qui ne procrée pas. Eh bien, je dirais que c'est quelque chose d'assez nouveau, qui n'a pas tellement d'exemples dans le passé, même si je suis très sensible aux travaux de Maurice Godelier, et je suis très influencé par lui. Mais cette personne ne procrée pas, et pourtant un enfant va voir le jour du fait que cette personne a contribué à le vouloir.
si cette personne, et pas simplement son mari ou sa femme, pas seulement sa femme, on va dire d'ailleurs, dans le cas du don de sperme, n'avait pas dit à l'avance qu'elle serait le parent de cet enfant, les médecins n'auraient pas mis en route la PMA, l'enfant n'aurait pas été conçu. C'est l'engagement de filiation qui permet que la conception avec un donneur soit organisée. Donc je dirais, cette personne ne procrée pas, mais elle engendre l'enfant. Et c'est ça, cette distinction est utile. On peut engendrer un enfant, alors même qu'on ne peut pas le procréer. Et ça, c'est quelque chose qui nous trouble et qui explique, je crois, beaucoup des désarrois qui se sont fait jour à l'occasion du mariage pour tous, et qui ont porté sur les couples de femmes, qu'on a accusés de vouloir mentir aux enfants, de vouloir faire croire aux enfants qu'ils étaient nés de leur lit, alors que justement, ces couples sont peut-être les seuls qui ne sont jamais tentés de mentir à l'enfant sur son mode de conception, mais surtout sans voir que ce que ces couples révélaient, c'était pas leur problème, c'était le problème du système global de PMA qui est le nôtre, dans lequel justement il y a organisation et déni de l'engendrement avec tiers donneur. Donc c'est le point sur lequel je voulais conclure, voilà, comme de façon à laisser un peu de temps à la discussion. Merci.